Autre technique classique de la phase de séduction, le mirroring. Ici, j'ai choisi de conserver l'anglicisme, tout simplement parce que miroirement ça sonne juste nul, et puis aussi parce qu'en anglais, c'est largement assez clair qu'il est question d'un effet miroir, il n'y a pas besoin d'être bilingue. Vous vous souvenez de cette impression d'avoir trouvé votre âme sœur dont je parlais dans l'expérience type de relation abusive? Et bah c'est là qu'elle vient. Le mirroring, ça consiste à mimer l'univers mental de sa cible pour qu'elle se sente en sécurité, en présence de quelqu'un qui la comprend, qui partage ses émotions, son vécu, ses goûts, ses aspirations, ses craintes, ses idéaux, ses opinions. En bref, qui est comme lui ou comme elle, qui est donc un allié, quelqu'un dont on n'a pas à se méfier. Ça vise bien sûr à produire un faux sens de sécurité qui conduit la victime à baisser sa garde et livrer à son manipulateur des informations toujours plus intimes et sensibles, qui seront à leur tour mirrorées pour en obtenir davantage et enraciner ainsi progressivement une emprise. Le narcissique n'hésite généralement pas à mentir ou arranger considérablement la réalité pour vous convaincre qu'il vous comprend complètement. Il a eu la même enfance, les mêmes traumas, les mêmes difficultés. Il a aussi les mêmes convictions, les mêmes vulnérabilités, les mêmes passions, les mêmes objectifs que vous, tout pareil que vous. C'est fou, vous êtes tellement faits l'un pour l'autre, c'est comme si le destin vous avait réunis. À ses yeux, ça fait partie du fameux jeu de la séduction, expression qu'adorent employer les narcissiques pour légitimer leur manipulation, soit dit en passant. Il ne fait que vous dire ce que vous voulez entendre, et il se persuade généralement que ça n'est pas de la manipulation, c'est juste comme ça qu'on drague ou qu'on socialise. Donc c'est normal, et puis tout le monde le fait. À ses yeux, il fait rien de mal, puisqu'il fait ça pour vous faire rire, vous réconforter, vous impressionner, vous rassurer ou vous soutenir. Franchement, si même ça, on n'a plus le droit de le faire, alors c'est clairement qu'on est opprimé par le wokisme et la cancel culture. Mais évidemment, le problème, c'est qu'il agit dans son intérêt à lui, pas dans le vôtre. C'est juste que durant cette phase de séduction, cet intérêt égoïste passe par la satisfaction de vos besoins et attentes, mais ça c'est provisoire. C'est un effort qu'il fait simplement en vue d'acquérir une emprise, qui est d'ailleurs très gourmand en énergie pour lui, mais qui est, pour le moment, stimulé par l'abondance de retours élogieux de votre part qui flatte son ego. Or, plus le temps va passer, plus cette emprise va transiter de la séduction à la toxicité. Les informations recueillies au travers de la prospection, qui jusqu'ici servaient à vous séduire et vous faire baisser votre garde, vont progressivement être utilisées en arme contre vous pour éroder votre confiance, voire vous antagoniser ouvertement si la relation tourne mal. Et puisqu'il évalue la moralité de ses agissements selon la satisfaction de ses intérêts, là encore il sera convaincu d'agir dans son bon droit. Après tout, s'il en arrive là, c'est que vous l'aurez bien mérité, donc ça sera pas de la toxicité, ça sera de la justice. Et puis vous connaissiez pas le risque en lui confiant vos petits secrets peut-être. C'est quand même pas de sa faute si vous êtes naïf au point d'ignorer que la séduction est un jeu et que vous vous y êtes simplement laissé avoir parce que vous étiez trop stupide et crédule pour réaliser ce qui était à l'œuvre. Au fond, c'est pas lui qui est un manipulateur, c'est juste vous qui êtes faible. Cette technique va donc de pair avec la précédente, celle de la prospection. Il vous interroge pour découvrir ce qui importe à vos yeux. Pas uniquement vos vulnérabilités, mais tout ce qui est constituant de votre personnalité, puis dès qu'il a une touche, il vous la renvoie en miroir. Lui aussi, il adore la peinture. Lui aussi, il est révolté par la souffrance des animaux. Lui aussi, il en a marre de tous ces assistés qui se goinfrent sur le dos du contribuable alors qu'ils ne sont ni penseurs ni sauvages. Lui aussi, il a eu un parent super strict, voire abusif. Et quand il n'a pas déjà une expérience en lien avec le sujet à faire valoir, il s'en découvre soudainement une passion dévorante. C'est fou, il vous comprend tellement, il est captivé par ce qu'il apprend sur vous. Dites-lui en plus, il veut tout savoir. Et plus vous lui en dites, plus vous vous trouvez d'autres points communs incroyables. Décidément, c'est votre âme sœur, le destin vous a réunis. Si bien que vous avez l'impression d'être en train de tisser une relation très forte, et n'hésitez pas à livrer vos vulnérabilités les plus intimes à cette personne qui est la seule à vous comprendre réellement, la seule avec qui vous pouvez partager un tel niveau d'intimité. Après tout, vous ne pouvez qu'avoir confiance, puisqu'elle est comme vous ne faites qu'un. L'idée que cette confiance aveugle vous expose à un risque ne vous traverse même pas l'esprit, ça serait aussi absurde qu'imaginer vous trahir vous-même. Mais en réalité, vous êtes en train de vous enliser profondément dans le piège de l'emprise qui se resserre toujours un peu plus à chaque information qui vous échappe, à la manière d'un boa constrictor qui resserre son étreinte à chaque expiration de sa proie. Souvent, le narcissique va maintenir une illusion de réciprocité en paraissant se livrer lui aussi, mais ne va en réalité jamais vous confier de vulnérabilité. Il peut éventuellement vous livrer des vraies informations sur lui et même vous partager des sentiments authentiques, mais ça ne sera pas des vulnérabilités, c'est-à-dire des choses qui pourraient l'affecter si jamais elles étaient utilisées contre lui. Par exemple, il pourra vous confier qu'il a eu une éducation stricte et qu'il a mal vécu, et même si l'exagération et la dramatisation sont communes, on a vu à propos des causes du narcissisme que ça pourrait tout à fait être vrai. Mais ça n'est pas une vulnérabilité, parce que si jamais ça devenait public comme information, ça lui attirait principalement du soutien et de la compassion, donc il ne prend pas de risque à vous la confier.
Par contre, il ne vous confiera probablement pas qu'il a pissé au lit jusqu'à ses 17 ans par exemple, parce que ça, si ça venait à se savoir, on pourrait se moquer de lui et il ne supporterait pas. Notez cependant qu'il existe des exceptions, et certains peuvent à l'inverse confier des vulnérabilités à même de ruiner leur vie à des fins de chantage affectif. Ça peut paraître étonnant, parce que la prise de risque est considérable, mais ça s'explique en réalité assez logiquement par le fait qu'un manipulateur n'a parfois pas d'autre choix que prendre ses risques pour assouvir ses désirs. Tout particulièrement quand il est question de prédation sexuelle ou à minima d'un fantasme difficile à assumer publiquement. Ça peut être un pédophile qui n'a pas d'autre choix que révéler son attirance à sa victime. Un politicien qui n'a pas d'autre choix que dévoiler son homosexualité secrète à ses employés à l'occasion d'agressions sexuelles. Ou même simplement un fétichiste des pieds qui, pour assouvir ses fantasmes, doit bien les confier à ses partenaires, même s'il craint fortement pour sa réputation en cas de fuite. Dans ces cas-là, la confidence va devenir un moyen de chantage affectif qui jouera à fond sur la culpabilisation. Je te donne les moyens de me détruire. Je suis à ta merci. Tu as ma vie entre les mains. Regarde la confiance que je te porte. Tu ne me ferais quand même pas autant de mal, etc., etc. Ce qui est aussi un bon moyen de gaslighter, puisque le manipulateur prétend ici être en position vulnérable dans la relation, donc être la vraie victime innocente et inoffensive, alors qu'en réalité, il a toujours un ascendant évident sur l'autre, comme l'âge, la subordination hiérarchique, l'influence publique, la vindicativité ou encore la force physique. Parfois, il n'hésite pas non plus à inventer de toutes pièces un vécu ou une personnalité construite sur mesure à ce qu'il discerne être vos attentes, ou en tout cas à tellement exagérer les choses qu'on pourrait parler d'usurpation. Et ils sont d'ailleurs souvent redoutablement doués à cerner adéquatement ces attentes, puisque, encore une fois, ils ont à leur actif une vie entière d'expérience à cette pratique. Mais le plus souvent, ils vont en fait utiliser une technique extrêmement simple, qui va consister à ne vous confier que leurs ambitions, leurs espoirs, leurs projets, leurs utopies, ou encore les obstacles qu'ils ont surmontés de leur vie. Ce qui donnera l'illusion de s'ouvrir à vous en vous confiant une part de leur intimité, mais en réalité ces confidences les passeront toujours dans le bon rôle ou resteront hypothétiques, donc sans risque. Et pendant ce temps, vous serez en train de leur livrer vos sources d'anxiété les plus profondes, vos regrets, vos tabous, vos échecs, vos hontes, toutes sortes de choses qui pourraient vous faire souffrir si elles étaient employées pour vous nuire. La symétrie n'y est pas. Pendant que vous vous livrez intimement, lui ne se livre en fait que superficiellement. Et lorsque la relation va se dégrader, car elle va se dégrader, il n'hésitera pas à vous balancer des attaques violentes spécifiquement ciblées sur vos vulnérabilités, comme par exemple, c'est pas étonnant que t'as toujours été marginal à l'école, t'as vraiment une case en moins, ou encore, je comprends mieux pourquoi tes parents te reprochent toujours d'être bon à rien. En sachant très bien que vous ne pourrez pas lui rétorquer avec une violence équivalente, que lui, son voyage de rêve à Tahiti, il ne le réalisera jamais, ou que la carrière ambitieuse à laquelle il y prétend, vous êtes sûr qu'elle sera toute pourrie. D'ailleurs, si vous essayez, vous vous ferez immédiatement gaslighter à base de « Comment tu oses m'attaquer sur ça? Quel monstre tu fais? Tu n'as pas honte? Tu te rends compte comme tu es vicieux ?» Et bien entendu, dans les cas où il y aurait une prise de risque réelle de sa part, il aura toujours pris soin de préparer un narratif de contre-attaque qui va consister en une campagne de dénigrement d'une virulence proportionnelle à la menace perçue. Ce qui peut être extrêmement brutal dans la mesure où le risque de se voir ruiner sa vie entière pourrait être avéré. Outre le chantage, l'intimidation, la menace, voire la violence pure et simple, vous allez vous prendre un déluge de calomnies qui auront essentiellement un but, vous discréditer au maximum dans l'espoir de vous neutraliser. Vous dépeindre d'une manière tellement négative et révulsante que personne n'accorde la moindre considération à vos propos ou votre témoignage, y compris au-delà du rationnel. Et gardez à l'esprit que même dans les cas les plus unilatéraux, ceux où il est évident que c'est lui qui est en tort et non pas sa victime, il y aura toujours des gens prêts à prendre parti pour lui pour toutes sortes de mauvaises raisons qui relèvent globalement de l'emprise. Pour vous donner une idée, encore récemment, à propos d'un violeur qui considère avoir un droit à l'orgasme et que sa victime n'était pas obligée de remuer le poignet quand il y a... obligé en fait, j'ai encore entendu dire que franchement, les gens qui ont dénoncé son discours auraient fait rien qu'à faire des sophismes et que l'agresseur les aurait même complètement débunkés en réponse. Évidemment toujours sous couvert de « je ne cautionne pas ce qu'il a fait », mais on reparlera de l'enabling plus tard. Donc vous voyez que même dans les cas de figure les plus flagrants, on trouve toujours des enableurs de service prêts à se mouiller pour disséminer la confusion. Dans les relations parasociales, comme les relations en ligne sur les réseaux sociaux ou les relations à des personnalités publiques, ce mirroring peut également avoir lieu d'une autre manière, qui sera évidemment beaucoup moins intime. Sauf éventuellement à ce que vous confondiez votre compte Twitter avec un confessionnal, mais on reparlera plus loin de la prudence qu'il faut avoir relativement à ce qu'on publie sur internet, notamment dans le cadre de la phase d'antagonisation. Parce que le narcissique peut et va utiliser toute information que vous publierez à votre sujet ou simplement que vous laisseriez transparaître pour chercher à vous atteindre, quitte à procéder à des fouilles archéologiques sur votre timeline Twitter par exemple.
Et là, il faut garder à l'esprit que la notion de séduction narcissique peut prendre un sens très large. Si dans le cas d'une relation amoureuse, elle signifie séduire au sens commun, c'est-à-dire romantiquement, dans d'autres relations comme professionnelles ou parasociales, elle peut s'appliquer à tout ce qui a pour objectif d'obtenir de vous que vous vous souciez de l'idée qu'ils se font de vous. Y compris quand il est davantage question de susciter de la crainte, par exemple d'obtenir de vous que vous fassiez en sorte de ne jamais froisser leurs opinions par peur d'un harcèlement, ou encore d'obtenir une autorité sur un sujet ou une ascendance sur des personnes, de sorte à ce que contredire son point de vue vous expose à une humiliation publique, dont il se fait souvent une fierté de ne pas hésiter à y recourir, comme si ça relevait d'une forme d'héroïsme. Typiquement, le narcissique va alors focaliser tous ses efforts dans un domaine précis qu'il emploiera comme moyen de contrôle et d'influence. Ça peut être une discipline scientifique, une cause sociale ou politique, un art, un sport, une hygiène de vie, un régime alimentaire, un loisir, une croyance, une pseudo-science, un nombre d'abonnés, une religion, un carnet d'adresses, une carrière professionnelle. Peu importe ce dont il est question, ni même de sa légitimité épistémique, c'est-à-dire si c'est un truc rationnel ou pas, ce qui compte, c'est qu'il puisse prétendre être une autorité en la matière auprès de n'importe qui s'y intéresse de près ou de loin, si bien que toute personne qui le contredirait commettrait une sorte de crime de pensée qu'il se ferait immédiatement une mission de punir. Selon si on parle d'un manipulateur talentueux ou non, il se peut que cette autorité soit usurpée. Par exemple, les experts en épidémiologie qui ont fleuri sur les réseaux sociaux lors de la crise du Covid, et qui sont mis à donner des leçons de science à ceux dont c'est le métier, après avoir regardé quelques vidéos de Raoult en faisant caca. Mais elle peut aussi bien être légitime, comme avoir des qualifications universitaires dans le domaine concerné. Auquel cas, le narcissique va généralement collectionner les trophées de manière quasiment obsessive et étalera à chaque occasion qui se présente son CV, ses scores de performance, ses médailles, son nombre de livres vendus, les vues de ses vidéos, les articles de presse à son sujet, ses relations sociales, son présumé QI énorme ou toute autre forme de capital symbolique à même de le légitimer. Cette collection de signes extérieurs de réussite sert à une double fonction. D'une part, se rassurer lui-même sur sa propre valeur, mais ça y suffit rarement longtemps. D'autre part, imposer aux autres une forme de domination, en particulier contre ceux dont il ne parvient pas à s'attirer l'admiration qu'il cherche, contre qui il va alors utiliser sa grosse autorité comme arme en pinaillant sur toutes sortes de détails, ou en inventant toutes sortes de torts à l'autre sur la base de l'habituel rationnel distordu, et en usant de son influence auprès de son audience pour discréditer le concerné tant sur ses compétences dans le champ de spécialité en question qu'en tant que personne, et n'aura généralement pas de mal à se trouver une audience pour l'y soutenir, puisqu'il sera considéré reconnu dans ce domaine et n'a aucune difficulté à impressionner les chalands avec tous ses gros trophées, ou simplement par la conviction avec laquelle il étale son rationnel distordu à l'occasion de threads Twitter interminables ponctués de gifs appelant à prendre sa cible en ridicule. C'est là aussi une technique d'emprise qui relève du mirroring, on pourrait dire que c'en est une variante, parce qu'il est question pour les narcissiques de s'introduire dans la sphère socio-professionnelle de ses futures victimes, sphère qui, à ses yeux, constitue un terrain de chasse narcissique. Et ça va avoir un impact très réel sur leur capacité de nuisance. Parce que être insulté, calomnié ou dénoncé par quelqu'un avec qui on ne partage aucune valeur, ça peut avoir un impact si le phénomène est massif et chronique, donc relève du harcèlement. Mais globalement, on s'en fout pas mal de l'opinion que se font de nous des gens dont par définition on ne partage pas l'opinion. On va rarement se réveiller la nuit en sursaut en repensant par exemple à un couillon de faf qui a affirmé sur Twitter que les races humaines existent scientifiquement et qu'on n'y connaît rien parce qu'on ne fait pas la science aussi bien qu'on le prétend. Souvent en vous reprochant d'être formaté par la bien-pensance universitaire wokiste, tout en se pavanant de n'avoir quant à eux aucune qualification pertinente sur le sujet, donc d'être plus objectif que vous. Mais si jamais celui qui vous agresse se trouve à l'inverse être un chercheur qualifié dans la même discipline que vous, se revendique du même milieu que vous, se prétend militant des causes politiques auxquelles vous êtes sensible, semble en plus être écouté et reconnu pour ça, puisqu'il arrive toujours avec sa troupe d'énableurs remontée à bloc, et même souvent est suivi par une partie au moins de votre propre audience, et bah là ça vous impacte très différemment. Parce que c'est pas juste un couillon lambda avec qui vous n'aviez déjà rien en commun et dont vous découvrez ébahi que vous ne partagez pas non plus l'opinion qui se fait de vous. Là c'est quelqu'un qui paraît être un de vos pairs, peut-être même qui a des qualifications supérieures aux vôtres et s'assure de le faire savoir, qui coexiste avec vous dans une même sphère sociale ou en tout cas des sphères proches, et qui éventuellement pourrait avoir une influence notable sur des gens dont vous vous souciez de l'image qu'ils ont de vous. Ça a donc une application majeure comparativement au rageux random. C'est que si cette personne-là parvient à convaincre son audience des accusations qu'elle vous porte, ce qui peut arriver même avec de très mauvais arguments, rappelons-le, eh ben elle va en convaincre votre propre sphère sociale et donc vous exposer à la marginalisation. Et la marginalisation, c'est super anxiogène comme menace.
Parce qu'on est des animaux sociaux. Le besoin d'appartenir à un groupe social est profondément ancré dans nos instincts de survie les plus fondamentaux. Être exposé non pas juste à de l'agressivité extérieure, mais à un risque de rejet de son propre environnement social, ça nous impacte sur un plan beaucoup plus viscéral parce que ça nous fait nous sentir beaucoup plus vulnérables. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qu'un narcissique n'ignore pas, parce que c'est un moyen redoutablement efficace d'atteindre ses victimes ou encore de neutraliser ceux qu'il perçoit comme des concurrents ou des menaces, et les narcissiques sont continuellement obsédés par ça. C'est ce qui fait que l'usurpation d'autorité, le détournement de cause ou encore l'appropriation de valeurs se retrouvent communément dans les techniques de mirroring. Elles consistent à convaincre des individus ou des groupes d'individus qui sont comme eux, qu'ils appartiennent à la même sphère sociale dans laquelle ils vont s'assurer d'être aussi influents que possible, car ça sera à leurs yeux un moyen d'acquérir du pouvoir sur les autres. Là encore, l'intérêt affiché pour une discipline, une cause ou encore des valeurs morales prônées est en réalité largement factice. Le narcissique joue un rôle construit sur les attentes perçues de son environnement, mais son attrait pour ce que cet environnement considère être des qualités est purement superficiel. À ses yeux, elles ne sont pas une fin à poursuivre, mais un simple moyen de se valoriser personnellement. Si bien qu'il n'hésite pas à détourner et instrumentaliser ces disciplines, causes ou valeurs pour dénigrer et antagoniser des membres de leur propre communauté, du moins présumée, lorsque ça constitue à leurs yeux une occasion de se valoriser par contraste, souvent avec une prétention déraisonnable à la pureté qui trahit leur caractère superficiel. Donc ne perdez jamais de vue que peu importe le talent ou la compétence réelle ou présumée d'une personne qui vous agresse verbalement, vous ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, même avoir raison n'autorise jamais à être toxique. Quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de dénigrer l'auteur d'un propos qu'il prétend corriger, surtout s'il a en commun avec lui une sphère sociale ou politique dont il cherche à l'ostraciser, trahit le fait que sa motivation est inévitablement narcissique. Peu importe si dans sa critique, il y a des arguments de fond. Peu importe même s'il a raison sur ce fond. Lorsqu'une critique porte réellement sur le fond d'un propos, elle n'a pas besoin de dénigrer son auteur pour convaincre. Si on le fait quand même, c'est qu'il y a d'autres motivations à l'œuvre que la simple critique de fond. Encore une fois, la critique, ça informe sur un propos, une problématique ou un comportement, et ça invite à l'amélioration. S'il s'agit de dénigrer ou humilier l'auteur du propos, ça n'est pas de la critique, c'est de l'antagonisation, même s'il y a dans le lot des arguments de fond valides. Voilà pour ce qui est du mirroring, qui consiste donc à imiter, le plus souvent de manière factice et superficielle, les traits de personnalité d'une personne prise pour cible, ou encore les valeurs d'une communauté intégrées dans une démarche prédatrice. Et donc, à ce stade de notre fil conducteur, le narcissique a, dans l'ordre, employé la magnétisation pour s'attirer l'attention de proies potentielles. Il a ensuite utilisé la prospection pour sonder les traits de personnalité et vulnérabilité d'une victime. Puis il a utilisé le mirroring pour la convaincre que décidément ils sont de vrais âmes sœurs, c'est sûr que c'est le destin qui a voulu qu'ils se rencontrent. Si vous êtes arrivé à cette étape de la relation, c'est que vous êtes à présent pris dans son filet, et à la manière d'une araignée qui enrobe sa proie dans son fil, le narcissique va à présent renforcer, cimenter, enraciner son emprise, jusqu'à ce qu'il vous devienne virtuellement impossible de vous en échapper. Et pour ça, il dispose d'une autre technique très éprouvée, qui va consister à occuper dans votre quotidien et même dans votre vie un espace si totalisant que vous n'aurez plus aucune marge pour simplement penser à autre chose que lui ou votre relation à lui, ce qui nous emmène à la technique suivante, le love bombing.